Chapitre 15. Une dernière recrue. Le C4 roulait sur la petite route de campagne. Les arbres défilant de chaque côté dans la lueur des phares tendaient vers la grosse voiture leurs branches griffues semblables à autant de cerfs que pas une feuille ne venait adoucir de son duvet vert. À cette altitude, sur les pentes des montagnes, le printemps se faisait encore timide. Contrairement à ce que Lucas avait craint, ils avaient quitté Vic sans encombre. Ils avaient croisé 2 voitures de patrouille, dont une de la Telcorp, mais leurs passagers étaient déjà fort occupés à contrôler un autre véhicule. Le conducteur, encore au volant, les avait regardés passer avant de pianoter sur un écran tactile saillant de son tableau de bord. Lucas devinait qu'il avait dû y introduire le numéro de leur voiture dans son ordinateur, qui, à n'en pas douter, était relié à celui du poste de surveillance de la Telcorp, et peut-être même de celui de la gendarmerie. Il n'avait donc pas été très surpris quand une voiture de police les avait rejoints à la sortie de la ville, et qu'un de ses occupants leur avait fait signe de se ranger. « Qu'est-ce qu'on fait » avait-il demandé à Patrick. « On fait ce qu'ils disent. Inutile d'éveiller les soupçons immédiatement. Mais ils vont... » avait-il commencé alors que son oncle s'arrêtait docilement sur le bas-côté. « Laisse-moi faire, » lui avait seulement répondu Patrick, avec un flegme que Lucas ne partageait pas du tout, avant d'ajouter à l'intention de ses 2 autres passagers. « Corée, à part si on vous le demande expressément, ne relevez pas la tête. »« Et moi, puis-je demander ce que je dois faire ?» siffla une voix étouffée venue du coffre. « Faites-vous oublier !» répondit aussitôt Patrick, alors que la portière de la voiture de gendarmerie garée juste à côté d'eux s'ouvrait et qu'un homme en uniforme en sortait, lampe torche à la main, qu'il braqua vers eux en s'approchant. Arrivé tout près de Patrick, le gendarme lui avait fait signe de descendre sa vitre. Lucas avait retenu son souffle, alors que son oncle s'exécutait, recevant en plein visage le faisceau de la lampe et plissant les yeux sous la lumière aveuglante des LED. Cela n'avait duré qu'un instant, juste avant que ne s'élève une voix étonnée et que le rayon ne s'écarte de lui. « Patrick, c'est toi ?»« On dirait bien, oui, » avait répondu aussitôt le conducteur en plissant des yeux pour essayer de deviner l'identité de celui qui se penchait maintenant à la fenêtre, un grand gaillard à la carrure de taureau. « C'est moi, Stéphane !» Un silence, puis... « J'ai pas tilté tout de suite en voyant ta plaque et ton nom de famille. Fallait pas que j'ai les yeux en face des trous. Sont cons, ces types de la Telcorp. C'est eux qui nous ont communiqué ton immatriculation. » Un large visage souriant, à la barbiche bien entretenue, aux traits respirant la bonne humeur et la gentillesse, s'était encadré dans la portière. Lucas en aurait poussé un soupir de soulagement en reconnaissant le gendarme. Un ami d'enfance de Patrick et de son père qui, en le découvrant, l'avait salué. « Hé, le petit Lucas ! Enfin, petit, je m'entends, tu vas bien ?» Il ne savait comment, réussi à tirer un oui presque convaincant de sa gorge serrée. « Et là, derrière, c'est... » avait commencé le gendarme. « Coralie, la correspondante de Lucas. »« Une correspondante ? Dis donc, t'en as de la chance. Et elle vient d'où ?» demanda encore le gendarme en lançant un regard vers Corée sans oser pour autant rallumer sa lampe. « D'Australie, » avait-il répondu aussitôt sans réfléchir. « Elle est arrivée hier. » Stéphane avait sifflé. « D'Australie ? Sacré dépaysement !»« Elle dit qu'il fait froid dans ce pays. Elle n'arrive pas à se réchauffer. On a voulu dire qu'il fait bon, elle refuse de quitter son suite. »« Elle parle français ?» avait encore demandé le gendarme qui plissait les yeux pour mieux deviner les traits de Corée et semblait apprécier ce qu'il en discernait. Un peu. « Hello, mademoiselle !» avait commencé le gendarme en prononçant les mots anglais avec un accent que peu de comiques auraient osé contrefaire de peur qu'on hurle à la caricature. « How do you do ?» Même dans la situation où il se trouvait, Lucas avait failli éclater de rire. Et il avait manqué s'étouffer quand Corée avait répondu, avec le plus grand naturel. « I'm fine, thank you. » Un sourire de pur ravissement avait étiré les lèvres de Stéphane.
Patrick, conscient qu'il valait mieux que ce dernier ne s'intéresse pas de trop près à la jeune fille, avait à son tour demandé. « Qu'est-ce qui se passe, Stéphane? C'est quoi tout ce bazar ?» Le gendarme avait ouvert de grands yeux. « Quoi? T'es pas au jus? » « Au jus de quoi? » La Telcorp s'est fait braquer une excavatrice expérimentale. Les petits salauds qui ont fait le coup ont défoncé le stade. À l'entendre, on avait commis un crime capital. Lucas s'était souvenu que le colossal gendarme faisait partie du club de rugby. « Je vois pas le rapport avec nous », avait relancé Patrick, avec une innocence telle que Lucas s'y serait laissé prendre. « Ben, il paraîtrait que les coupables sont encore dans les parages, alors on a l'obligation de contrôler tous les véhicules qui circulent à cette heure-là, en particulier tous ceux qui veulent sortir de la ville. Tu crois tout de même pas que je les héberge dans mon coffre, j'espère ?» avait plaisanté Patrick alors que Lucas s'étranglait. « Si tu veux contrôler, te prive pas, j'ai rien à cacher. » Le gendarme avait levé une main pour se défendre. « Arrête tes conneries! Je savais pas que c'était toi. Autrement, tu penses que je t'aurais laissé tranquille. » Il avait néanmoins ajouté, après quelques secondes de silence. « Et vous allez où à cette heure-là » Lucas, cette fois, avait pris l'initiative. « On va à une soirée chez un copain à Thiézac. » Thiézac était un village situé un peu plus haut dans la vallée, juste sous le périmètre d'exploitation de la Telcorp, dans la direction qu'ils avaient prise en sortant de la ville. Patrick, rebondissant aussitôt sur ces paroles, avait ajouté sur une belle grimace. « Ouais, je peux pas dire que je sois ravi de les y amener, surtout que la petite est sous ma responsabilité aussi. Mais bon, je préfère ça que les laisser y aller seuls, et je peux pas les enfermer. » « Ah, c'est de leur âge, » avait répondu Stéphane, avec un sourire de connivence à l'adresse de Corée et de Lucas. « Mais buvez pas trop, hein? Et s'il y en a qui vous proposent de la drogue... » Lucas avait levé une main. « Ça risque pas, promis, monsieur. » Stéphane avait eu un large sourire. « Je vois bien que t'es un gars sérieux. Et je connaissais bien ton père. Lui aussi, c'était un gars sérieux. Presque trop, des fois. Tu te souviens, hein ?» avait-il ajouté en lançant un clin d'œil à Patrick. « Si je me souviens, j'en ai encore mal aux cheveux rien que d'y repenser. » Stéphane avait éclaté d'un rire à sa mesure avant de claquer sa grosse main sur la carrosserie. « Bon, c'est pas tout ça, mais je vais pas mettre ces jeunes gens en retard. Ce serait vraiment pas sympa de leur faire rater la fête. Allez-y. » « Merci Stéphane. Bon courage pour la nuit et à bientôt. » « Merci, monsieur, » avait renchéri Lucas, imité aussitôt par Corée, dont la voix chantante avait achevé les derniers vestiges de suspicion du gendarme. « Allez les gosses, passez une bonne soirée. Ciao Patrick. Au plaisir de te revoir. » Sur ce, il s'était écarté et avait laissé Patrick redémarrer. Ce dernier s'était même fendu d'un petit signe par la fenêtre ouverte avant de la refermer. Alors qu'il s'éloignait sur la 4 voies qui partait à l'assaut des montagnes, Lucas avait soupiré. « J'y crois pas. » Se tournant vers son oncle, il avait ajouté « Tu savais que c'était lui ?» Patrick avait secoué la tête. « Non. »« Alors pourquoi ? C'était une voiture de gendarmerie. Je connais pratiquement tous les gendarmes de cette ville. La plupart sont des copains. Et si ça n'avait pas été le cas, j'aurais improvisé. »« Improvisé, » avait répété Lucas avec une expression incrédule. « Faut que tu apprennes à te détendre, » lui avait lancé Patrick, alors qu'il tournait pour quitter la 4 voies et s'engager sur une route bien plus modeste qui s'enfonçait à travers bois. Lucas avait cru s'étouffer. Il avait été devancé par la voix nasillarde de Kshan. « Je peux sortir maintenant ?» Lucas s'était retourné pour découvrir la tête du dromaeosauridae, ses grands yeux luisant dans la pénombre, surgissant de derrière la banquette arrière telle une apparition digne d'un cartoon. Patrick avait réagi aussitôt. « Kshan, nom de... Cachez-vous tout de suite !»« Mais j'étouffe là-dessous, et je n'y vois rien. » « Nous ne sommes pas loin du périmètre de la Telcorp. On pourrait croiser une patrouille n'importe quand. Si ça se trouve, nous sommes déjà surveillés. Rentrez là-dessous immédiatement et restez-y. » Kshan avait disparu une fois de plus sous la couverture en marmonnant quelques protestations sifflantes. Le regard de Lucas avait rencontré celui de Corée et avait surpris, sur ses lèvres, l'ébauche d'un sourire qui lui avait mis du baume au cœur. « Tu parles anglais aussi ?» avait-il demandé. « Mon père. » Elle avait corrigé aussitôt. « Notre père a tenu à ce que je l'apprenne, mais je ne le parle moins bien que le français. »« Mieux que ce pauvre Stéphane, en tout cas, » était intervenu Patrick. Tous trois avaient éclaté de rire. Depuis, ils grimpaient. Patrick n'allait pas très vite. Non qu'il ne fût pressé d'arriver à destination, mais cette petite route désaffectée, qui ne servait plus guère que comme chemin de service, était tellement riche en ornières et son revêtement tellement entamé par les racines des arbres et des herbes folles
qu'il valait mieux y avancer à allure modérée si on ne voulait pas y laisser une roue. Et cela, ils ne pouvaient vraiment pas s'en offrir le luxe. Ils avaient poursuivi leur chemin. Maintenant, ils touchaient au but. À mesure qu'ils approchaient, que les forêts se clairssemaient et que leur couvert s'en réduisait d'autant, alors qu'ils montaient en altitude, Lucas sentait augmenter son inquiétude. Plus haut, sur leur gauche, il distinguait, se découpant sur le néant piqueté d'étoiles du firmament, la masse plus compacte, plus noire du Grillou. Il semblait dévorer une bonne portion de ciel de son ombre conique et imposante qui dominait toutes les autres alentours. À son pied, telle une colonie de lucioles dérisoires, se pressaient les lumières du complexe de la Telcorp, dont il devinait d'ici les bâtiments fonctionnels, laids et trapus, tirés de l'obscurité par quelques projecteurs disséminés autour du site. Ces bâtiments qu'il haïssait un peu plus encore que la nuit dernière, depuis qu'il savait ce que tramait vraiment la Telcorp derrière ses murs et leur masque de respectabilité, de bienfaitrice de l'humanité. La voix de Corée le tira de ses sombres pensées. Tout ce vide, il y avait, caché dans ces mots, une réelle détresse qui le toucha profondément. Il se retourna pour la découvrir, assise sur la banquette arrière, près de la portière gauche, les bras serrés autour de sa poitrine, comme pour se protéger, le visage levé vers le ciel limpide où les étoiles, si loin de la ville et à cette altitude, déployaient tout leur faste. Rarement il avait vu un si beau ciel. Il aurait pu passer des heures, allongé dans l'herbe comme il le faisait gamin, à le regarder. Les yeux de Corée, eux, ces yeux étranges qui semblaient briller de leur propre lumière violine, ne reflétaient pas l'émerveillement, mais la crainte, celle d'une enfant soudain confrontée à l'immensité du cosmos. « Cela m'effraie », murmura-t-elle dans un souffle, et Lucas comprit qu'elle exprimait là non seulement sa propre peur de l'inconnu, de la démesure de l'univers, mais aussi celle de tout un peuple envers ce monde du dehors qui venait porter chez eux la guerre et ses horreurs. Ces surfaciens, comme elle les appelait, qui s'acharnaient sur eux avec leurs machines et leurs armes effroyables. La peur du futur, enfin. Un futur qui se jouait précisément ce soir, à cet instant, dans cette voiture. Une fois encore, il eut envie de la prendre dans ses bras pour la réconforter, la rassurer, lui prouver que tous les habitants de la surface n'étaient pas des monstres ou des bourreaux, que ce monde pouvait aussi être beau, et pesta intérieurement de ne pas se trouver à l'arrière lui aussi. Il se détourna. Peut-être valait-il mieux, après tout, qu'ils ne fussent pas l'un à côté de l'autre. Patrick le tira de son embarras. « Nous arrivons. » Lucas, reportant son regard sur la petite route, constata que son oncle avait raison. Là-bas, à 100 mètres devant eux, et un peu plus en hauteur, un imposant grillage barrait le passage, se poursuivant d'un côté comme de l'autre, et se perdant hors de la clarté des phares. C'était du bel ouvrage, rébarbatif en diable, le genre qu'on ne trouvait d'habitude qu'autour des terrains militaires ou des centrales nucléaires, avec triage serré, barbelé en lames de rasoir enroulées au sommet, à plus de 5 mètres du sol, le tout solidement planté en terre par de hauts poteaux, au sommet desquels clignotait une petite lumière rouge. On devinait sans mal que, pour faire comble de bonheur, la muraille de fer était électrifiée. Bref, le type de clôture qui laissait clairement entendre que toute visite non autorisée était malvenue et serait traitée avec le plus grand sérieux. Un portail s'ouvrait face à eux. Il n'y avait pas de guérite ni de mirador, mais des caméras pivotaient au sommet des 2 mâts plantés de chaque côté de la route. Patrick avait coupé les phares et s'approchait à présent en code, à vitesse réduite. « Nous allons voir si ton copain mérite ta confiance, Lucas. » Il n'était plus qu'à 15 mètres du portail. Lucas, scrutant la nuit en vain dans le halo diffus des codes, cherchait désespérément trace de Charles. Une boule grossissait dans sa poitrine d'instant en instant, à mesure que la C4 s'approchait de l'obstacle et que le grillage, devant eux, se faisait de plus en plus imposant. Arrivé à 5 mètres,
Patrick s'arrêta, les yeux levés vers les caméras qui, là-haut, pivotaient sur leur affût. « Il va arriver !» affirma Lucas pour son oncle, d'une voix plus assurée qu'il ne l'était lui-même. « Je lui laisse 5 minutes !» répliqua aussitôt Patrick, que Lucas devinait tendu comme une corde. « 5 minutes, c'est tout? Et s'il a été retardé ?» plaida Lucas. « C'est déjà beaucoup trop, » répondit Patrick. « Tu vois ces caméras là-haut? Elles nous filment en ce moment même. Si personne ne nous fait entrer et qu'on reste planté ici comme des andouilles, on est cuit. » Il avait raison. Lucas en avait bien conscience. Il suffisait que quelqu'un au PC de la sécurité égare les yeux sur un des écrans et il ne pourrait les manquer. « Dépêche-toi, supplia-t-il en silence. Dépêche-toi, bon sang. » 2 minutes déjà. Beaucoup trop. « Qu'est-ce que tu vas faire s'il n'est pas là après les 5 minutes ?»« J'enfonce la barrière, » répondit Patrick le plus sérieusement du monde, sans quitter les yeux la haute porte grillagée. « Quoi ?» s'étouffa Lucas. « C'est plus le moment de finasser. Je te rappelle qu'on a laissé 4 types ficelés dans notre cave. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Ou on passe, ou c'est l'atoll, dans le meilleur des cas. Quant à la miss, là... » Il laissa volontairement sa phrase en suspens, mais c'était pire encore. Lucas ne voulait pas imaginer le sort que des gorilles comme ceux qu'ils avaient neutralisés pouvaient réserver à une fille comme Corée, qui n'avait même pas d'existence légale. Plutôt mourir que de la laisser prendre. 3 minutes. C'était long, beaucoup trop long. Se tournant vers l'arrière, il croisa le regard tragique et déterminé de la jeune fille dans l'écrin sombre de ses élégants tatouages. « Vas-y !» décida-t-il brusquement. Mais Patrick, au lieu d'abonder dans son sens, comme il s'y attendait, les yeux fixés sur la route, lui répondit avec une surprenante sérénité. « Non, mon neveu, la charge désespérée, ce sera pour une autre fois. » Il ajouta après un bref silence. « Que je sois pendu !» Lucas, reportant son regard vers l'avant, découvrit les 2 panneaux du portail qui s'écartaient lentement, leur livrant le passage, et, debout juste face à eux, la haute et étroite silhouette qui se découpait dans la lueur des phares. Une silhouette qu'il aurait reconnue entre toutes. Charles. Charles qui s'écarta alors que Patrick, avançant au pas, pénétrait dans l'enceinte de la Telcorp. « Je devrais le laisser là et continuer, » maugréa-t-il entre ses dents. « Il vient de nous ouvrir et tu lui fais toujours pas confiance ?» s'indigna Lucas. « C'est un Kirov. Je ferai jamais confiance à un Kirov. »« Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait, les Kirov? Ça te regarde pas ?» répliqua Patrick d'une voix sans appel, alors qu'ils arrivaient à hauteur de Charles qui, d'un pouce nonchalant, singeait l'autostoppeur. « Que ça me regarde ou pas, c'est mon ami, je lui fais confiance, il a tenu parole, alors maintenant, soit il monte, soit c'est moi qui descends. » Patrick se tourna pour le fixer de ses yeux froids et contrariés. Peu de personnes, à cet instant, auraient eu le culot de lui tenir tête, mais Lucas était déterminé à ne pas céder. Ce fut Patrick qui rompit pour se concentrer à nouveau sur la route. Lucas craignit qu'il ne continue son chemin, voire accélère. Aussi fut-il le premier surpris quand la voiture freina dans le crissement du gravier et s'immobilisa. Lucas abaissa la vitre de sa portière alors que Charles se portait à sa hauteur, son long visage fendu d'un large sourire. « Tu fais une promenade nocturne, mon pote ?» Ils se serrèrent la main. Charles, découvrant Patrick, le salua, salut auquel Patrick maugréa une vague réponse. « Monte vite !» le pressa Lucas. Charles hésita, ses yeux pâles, hérités de son père, mais tempérés par une douceur qui lui faisait défaut, passant de Patrick à lui, puis retour. « On n'a pas toute la nuit, gamin !» s'impatienta le conducteur d'une voix sèche. Charles s'approcha de la portière, l'ouvrit, et monta sur la banquette, juste derrière Lucas. À peine était-il assis que la voiture redémarrait et reprenait son chemin sur la petite route sinueuse. Charles, réalisant qu'il n'était pas seul à l'arrière, salua Corée. Cette dernière, dissimulée par son large sweat, à la capuche rabattue, répondit par un vague « bonsoir », étouffé sans tourner la tête vers lui. Charles, troublé, tenta de percer à jour l'identité de l'autre occupant de la banquette, en vain. Jetant de fréquents regards en direction de la jeune fille, comme si quelque chose, en elle, titillait sa curiosité, il entreprit de boucler sa ceinture tout en interrogeant son ami. « Bon, maintenant que je t'ai ouvert et que j'ai neutralisé les caméras... »« Neutraliser les caméras ?» répéta Patrick, soudain intéressé. « Bah oui. Comment vous vouliez que je vous fasse entrer, sinon ? On vous aurait vu tout de suite et on aurait déjà mon père sur le dos. » «
Tu sais faire ça, toi? Bien sûr, répondit aussitôt Charles d'une voix indignée. Avec mes journées passionnantes à la Telcorp, j'ai eu tout le temps d'apprendre à pirater leur ordinateur. Le regard que Lucas lança à Patrick était assez explicite. Alors, comment ça te plaire ce qui refla? Patrick, lançant un regard perçant dans le rétroviseur, interrogea. Qu'est-ce que tu veux dire par pirater? Quand Lucas m'a dit que vous vouliez entrer, je me suis introduit dans le système, j'ai copié 15 minutes de transmission des deux caméras et j'ai ordonné au système de diffuser en boucle à la place des vraies images jusqu'à ce que je lui ordonne de cesser, c'est-à-dire maintenant. D'un doigt, il effleura son portable. Comme ça, ni vu ni connu. Il se tut un instant pour se tourner vers Lucas. Et toi, mon pote, c'est quoi ta question de vie ou de mort, ton truc plus gros que Roswell? J'espère que tu m'as pas raconté de bobard, je risque gros ce soir, tu connais mon paternel. Oui, Lucas le connaissait, assez pour ne pas avoir envie d'encourir sa colère qui devait être terrible. Mikhail Kirov n'était pas un tendre, pour son fils pas plus que pour les autres. Patrick lança un regard vers lui. « Tu » commença-t-il. « Il a le droit de savoir, » affirma Lucas. « De toute manière, la Telcorp est déjà au courant. »« Au courant de quoi ?» demanda Charles, dont le regard sautait de Lucas à Patrick et retour. Patrick eut un geste de la main. « Au point où on en est. » Lucas se lança donc, en commençant par le message de son père et sa sortie nocturne jusqu'au stade. Charles, qui l'écoutait en silence, ne put s'empêcher de s'exclamer quand il arriva à l'épisode de la courtilière. « Tu y étais ?» Lucas, heureux de l'effet obtenu sur son ami, s'empressa de hocher la tête avec un grand sourire. « Comment elle était? J'en ai jamais vu, moi. » Lucas, qui devinait déjà que la suite aurait du mal à passer, lui demanda de le laisser continuer ou ils en auraient pour toute la nuit. Charles acquiesça de mauvaise grâce. Il poursuivit donc son explication et, comme il le prévoyait, vit les yeux de Charles s'écarquiller et une expression incrédule se peindre sur ses traits à mesure qu'il avançait dans son récit. Quand enfin il eut terminé, Charles l'observait avec un air goguenard. « Tu te fous de moi, là ?» Lucas avait redouté cette réaction et la comprenait. Lui aussi, malgré tout ce qu'il savait à présent, avait encore du mal à y croire. Alors, il s'apprêtait à ajouter quelques mots, mais Charles le devança. « Mon cochon, t'as toujours eu l'imagination, mais ça. Un monde intérieur. La Telcorp saurait et en extrairait le tellurium que les habitants de... Comment tu l'appelles déjà ?»« Télucidar, répondit obligeamment Lucas. C'est ça, Télucidar. Appelle Psycholitos et qu'il leur donne des pouvoirs magiques. » J'ai pas dit qu'ils étaient magiques, avança Lucas, mais Charles leva une main pour le couper. Eh, attends. Et qu'ils sont copains avec des dinos apprivoisés. Il secoua la tête. Non, là, mon pote, faut pas déconner, tu déjantes. Il soupira. Et c'est pour ça que tu m'as fait prendre tous ces risques ce soir? Il se tourna vers Patrick. Et vous l'accompagnez dans son délire? Il n'eut pas le temps d'en dire plus qu'une voix nasillarde, sifflante, indignée et légèrement étouffée, s'est levée du coffre. Cette fois, c'en est trop. J'ai déjà dit que ce n'était pas un dinosaure humain. Charles sursauta, se retourna d'un bloc, autant que lui permettait la ceinture qu'il avait fini par boucler, pour rencontrer, à quelques centimètres de son nez, le crâne écailleux et les grands yeux d'autruche matinés de serpent de Kshan qui le fixaient d'un regard furieux. Charles tenta de reculer devant la longue gueule d'où saillaient quelques crocs luisants et ce regard doré et courroucé, mais, maintenu en place par la ceinture, il ne put guère s'écarter que de quelques centimètres. « Qu'est-ce que c'est que ce truc ?» glapit-il d'une voix suraiguë, alors que Kshan baissait la tête d'un côté et de l'autre, ses aigrettes dressées lui donnant l'apparence d'une espèce de Mozart crocodilien échevelé. « Je te présente Kshan, » répondit Lucas avec une expression de matou repu. « Tu sais, le Kohuatli dont je t'ai parlé. »« Le Kohuatli, c'est ça ?» bégaya Charles en surveillant le théropode d'un regard halluciné. « Tu veux dire le... » Kshan leva un long index griffu. « Si j'entends encore ce mot insultant, jeune homme, je vous préviens, je risque de perdre mon flegme. » Charles, qui semblait maintenant osciller entre l'incrédulité, l'émerveillement et la crainte, comme lui-même quelques heures plus tôt, étouffa un rire étranglé. « Heureux que ça vous amuse. » lança Kshan d'un air pincé, en tournant la tête de côté comme pour bien montrer sa désapprobation.
Charles, qui le fixait comme une apparition, parut soudain réaliser quelque chose et pivota vers Corée. Alors c'est... La jeune télucidarienne, jugeant qu'il était inutile de poursuivre une mascarade plus longtemps, et heureuse de se débarrasser de cette capuche qu'elle n'avait acceptée que sous la contrainte, la rabattit en arrière, dévoilant au regard de Charles la coulée platine de sa chevelure et ses traits de Diane eurasienne marqués de ses tatouages élégants et complexes. Avec une étrange fierté mêlée d'une pointe de jalousie, Lucas vit les mêmes sentiments qu'il avait étreints quand il avait rencontré Corée pour la première fois se peindre sur les traits de Charles. « C'est commença ce dernier qui buvait la belle Amazone des yeux. « Je suis Corée Atawakan, fille d'Odysseus d'Opanchir, que vous connaissez sous le nom de Franck Pestey, et de Chryséis Atawakan, sœur du roi Eurysclès, assassinée par les Surfaciens, et héritière du trône de Jade. Ta sœur, parvint enfin à articuler Charles d'une voix mourante. Il ajouta, alors que la jeune fille le dévisageait d'un regard farouche. « Elle est plus jolie que toi. » L'expression de Corée se modifia. Un léger sourire, ce sourire que Lucas aimait tant voir à ses lèvres, illumina son visage. Charles y répondit aussitôt, et ouvrait déjà la bouche pour répondre, aux grandes dames de Lucas qui connaissaient trop bien le naturel charmeur de son ami, quand la voiture s'immobilisa dans un crissement de pneus et un bruit de branches brisées. Lucas tourna son regard vers l'extérieur pour constater que son oncle avait arrêté la Citroën sous un arbre, à l'abri des regards indiscrets. « Nous sommes arrivés !» trancha Patrick qui ouvrit sa portière pour ajouter. « Terminus du train, tout le monde descend. »